Les rebelles islamistes ne rencontrent aucune résistance au moment d'envahir le palais présidentiel. Le palais se fait démolir. Regardez l'opulence dans laquelle ils vivaient. Ils prennent le temps de se filmer, de visiter. Les soldats de l'armée régulière ont déserté. Qui aurait pu imaginer que Bachar al-Assad serait renversé ainsi? Sous les dorures, photos souvenirs, entre amis et en famille. Dieu soit loué pour cette victoire contre le tyran, grâce à la jeunesse. Damas, la capitale syrienne, est tombée en quelques heures ce matin. Et le dictateur en quelques jours, lui qui tenait avec brutalité les rênes de son pays depuis 24 ans. Les rebelles du groupe islamiste HTS, ex-branche d'Al-Qaïda, savourent leur victoire fulgurante. Ils sont rejoints par des habitants. Des coups de feu retentissent sans interruption, mais ce ne sont pas des combats, juste des tirs en l'air, de célébrations. Dieu soit loué, nous avons triomphé contre le tyran Bachar et ses alliés iraniens et russes. C'est un sentiment extraordinaire de bonheur. On ne s'attendait pas à cette grande surprise. Se réveiller en étant débarrassé de ce dictateur qui massacrait son peuple. Bachar al-Assad a fui son pays. Il est à Moscou, selon des agences russes. Son allié, qui n'a pas pu ou voulu empêcher sa chute. Son premier ministre, lui, est resté à Damas. Le voici sous le contrôle des assaillants. Il reconnaît la chute du régime. Nous tendons la main à l'opposition, qui a affirmé qu'elle ne s'attaquerait à aucun citoyen de notre chère Syrie. Des symboles de la dynastie al-Assad sont démantelés. La tête d'une statue d'Hafez, père de Bachar, qui l'a précédé au sommet de l'État, brandie comme un trophée. Ça, c'est le palais de Maher al-Assad, les amis. C'est son bureau. Là, c'est la résidence du frère de Bachar, lui aussi en fuite, figure de l'armée, que les rebelles affirment investir. L'homme qui filme décrit un impressionnant réseau de tunnels. Dans plusieurs villes, des bâtiments des forces de l'ordre sont incendiés et les rebelles s'emparent des prisons pour libérer des détenus. Ici, c'est la prison de Sednaya. Les voici dans le centre de surveillance de Sednaya, prison connue pour l'usage de la torture. Des millions de Syriens veulent croire à la fin de la terreur. Mon bonheur ne sera pas complet tant que je n'aurai pas revu mon fils. Ça fait 13 ans qu'il est détenu. Le chef des rebelles, le voici. Abu Mohammad al-Jolani, triomphant cet après-midi dans la mosquée des Omeyyades, la plus célèbre de Damas. Nous sommes un exemple, mes frères, pour toute la nation islamique. Un exemple, mes enfants, pour toute la région. Se démarqueront-ils de la répression exercée par Bachar al-Assad? L'incertitude est totale en Syrie et dans toute la région. La fuite de Bachar el-Assad confirmée il y a 3 heures. Et c'est à Moscou qu'il a trouvé refuge. Chez l'autre information de la soirée. En direct sur place, on va retrouver Anne Poncinet. Bonsoir Anne. La famille Assad débute donc son exil auprès de son allié, Vladimir Poutine. Oui, c'est l'agence TASS qui annonce ça ce soir, citant une source russe proche du Kremlin. Donc la famille de Bachar al-Assad serait ce soir à Moscou et ce n'est pas très surprenant puisque déjà la semaine dernière, lorsque les rebelles syriens ont commencé leur avance vers Alep puis vers le sud du pays, il y avait déjà eu des rumeurs selon lesquelles la famille de Bachar al-Assad avait trouvé refuge à Moscou et qu'il se trouvait dans un grand hôtel proche du Kremlin. Alors est-ce que c'était faux? Est-ce que la famille est restée? Que lui est reparti avant de revenir à Moscou? En tout cas, ce soir, selon cette source du Kremlin, la Russie, pour des raisons humanitaires, a accordé l'asile à Bachar al-Assad et à sa famille. Merci Anne. C'est ce dimanche un nouveau séisme qui résonne au cœur d'une région déjà en proie à de nombreuses incertitudes. Tentons tout d'abord de comprendre les raisons de cette chute éclair du régime de Bachar el-Assad, chute précipitée par l'affaiblissement de son armée, par la préoccupation actuelle de ses soutiens historiques et par l'opportunisme de l'offensive de ce groupe islamiste et de son leader. Paul-Luc Monnier, Sarah Lerche. Voici le symbole d'une débâcle précipitée. Des soldats de Bachar al-Assad sans uniforme et désormais sous le contrôle des rebelles islamistes. Ce sont les soldats du régime. Nous assurons leur sécurité. Ils sont désormais sous notre contrôle. Alors comment expliquer la chute du régime et un tel retournement de situation en seulement 12 jours?
Les rebelles islamistes sont partis de leur fief d'Idlib le 27 novembre et leur progression est fulgurante. Alep tombe le 1er décembre, puis Homs hier 7 décembre et enfin Damas ce matin. Depuis une semaine, nous parviennent ces images de combat, mais en réalité, il n'y en a quasiment pas eu. Pas de résistance, beaucoup de soldats ont rendu les armes et même avions et hélicoptères comme ici à Alep. Mal payés, parfois affamés, les militaires ont donc fini par lâcher Bachar al-Assad. L'armée syrienne, elle s'est effritée, elle est partie, elle a lâché en fin de compte le pouvoir. Et le régime n'a pas pu compter sur ses partenaires historiques, à commencer par l'Iran, dont l'ambassade a été saccagée par les rebelles à Damas. Autre allié, le Hezbollah, mais il est très affaibli par la guerre menée par Israël au Liban. Et puis il y a la Russie. En 2019, Moscou était fier de nous montrer ses bases en territoire syrien. Depuis, il y a eu l'Ukraine, et la Russie a dû redéployer une partie de son arsenal. Elle avait moins de moyens à y consacrer. Donc là où ils avaient 30 avions de combat, il n'en avait plus que 10, et il ne leur restait plus que 4 bombardiers. La chute du régime aura duré 12 jours, après plus de 13 ans de guerre. Les chutes des dictatures dans l'histoire produisent souvent les mêmes images, celles des symboles abattus, des palais envahis et pillés, mais aussi des prisons libérées. La Syrie est en train de tourner une page sombre de son histoire. Hafez le père, Bachar le fils et l'épilogue d'une dynastie qui a réprimé dans le sang chaque révolte et qui a enfermé, torturé et assassiné ses opposants. Arnaud Miguet, Mélodie Sforza, Maël Benoyel. L'homme a dirigé la Syrie d'une main de fer. Manifestation, matée par les armes. Sa propre population, bombardée. 24 ans de répression sanglante et plus de 500 000 morts depuis le printemps arabe de 2011. Juin 2000, le monde entier découvre le visage du timide Bachar al-Assad. Il devient l'héritier du lion de Damas, Hafez al-Assad, dirigeant sans partage du pays pendant 30 ans. L'arrivée d'un jeune fils de 34 ans au pouvoir suscite l'espoir. Ophtalmologue de formation, il est élu triomphalement, sans opposition. Il a alors l'image d'un réformateur, costume-cravate plutôt que tenue militaire. Avec sa femme Asma, née à Londres, ancienne analyste financière, ils veulent présenter l'image d'un couple moderne, posant en famille, à l'écoute de leurs concitoyens. Culte de la personnalité pour le despote bienveillant. Tout le monde veut y croire, le couple est reçu par les grands de ce monde, ici la reine d'Angleterre. Le tapis rouge est déroulé en France. L'homme fort de Damas est invité en grande pompe à l'Élysée par Nicolas Sarkozy, alors président. 2011, le printemps arabe atteint Damas et l'espoir de changement s'envole. Bachar al-Assad réprime par la force et dénonce un complot terroriste. Je ne pense pas qu'il y ait eu un seul jour où la Syrie n'a pas fait l'objet d'un complot, que ce soit avant ou après l'indépendance. Accroché au pouvoir, il pousse son pays dans une guerre civile. Elle va durer 13 ans. Il ira même jusqu'à utiliser des armes chimiques contre sa population, comme ici en 2017, provoquant l'effroi et la condamnation de la communauté internationale. Il est désormais le bourreau de Damas. C'est sa force reposait effectivement sur la représentation d'un pouvoir fort qui a été sauvé, qui était soutenu par des acteurs extérieurs. Acteurs comme l'Iran, le meilleur allié, et à partir de 2015, Vladimir Poutine, qui envoie notamment dans le ciel syrien ses avions pour sauver le régime. Mais la Russie, occupée sur d'autres fronts, l'a lâché. La maison Assad brûle, ses portraits sont retirés. Autre interrogation, elle concerne bien sûr l'organisation qui a pris depuis quelques heures le pouvoir à Damas. HTS, c'est son nom, et l'héritière du front Al-Nosra, affiliée à Al-Qaïda. Ce groupe islamiste est dirigé par un homme, Abou Mohamed Al-Joulani, qui affirme que sa cause est devenue uniquement l'unité nationale et non le djihad. Ici encore, faut-il le croire, ou est-ce un discours de circonstance, comme ce fut le cas pour les talibans lors de la reprise de Kaboul? Ambroise Boulais. À 42 ans, il se rêve en nouveau dirigeant de la Syrie. En une dizaine de jours seulement, Abou Mohamed Al-Joulani a mené les rebelles islamistes jusqu'aux portes du pouvoir à Damas. Qui sont les nouveaux maîtres de la Syrie? L'offensive a été menée par le groupe Hayat Tahrir al-Sham, HTS, une ancienne branche d'Al-Qaïda en Syrie,
qui dit avoir rompu avec son passé. Son chef s'est métamorphosé en quelques années. L'ancien combattant d'Al-Qaïda, mis à prix par les États-Unis, a abandonné le turban djihadiste au profit de l'uniforme militaire, tout en lissant son discours. Il cherche à polir son image afin d'apparaître comme une alternative pragmatique au régime syrien. Mais dans son fief d'Idlib, où il a installé un gouvernement local, le groupe a été accusé d'exactions qui s'apparentent selon l'ONU à des crimes de guerre. Cet homme affirme que son frère a été tué sous la torture. Il a été battu jusqu'à l'évanouissement. Il est resté suspendu plusieurs jours sans manger ni boire, juste pour qu'il avoue ce que ses geôliers voulaient entendre. Après des manifestations, le groupe HTS dit avoir mis au banc ses éléments les plus extrémistes. On ignore si cette métamorphose est sincère ou purement stratégique. Le groupe compterait quelques 30 000 combattants, parmi lesquels plusieurs dizaines de Français. Quel avenir se dessine à présent pour la Syrie? Pour cette offensive éclair, HTS a temporairement uni ses forces avec plusieurs factions rebelles islamistes, certaines soutenues par la Turquie. Mais le partage du pouvoir pourrait s'avérer plus difficile. La Syrie ne sera pas unie, elle est déjà divisée entre différentes entités armées qui ne veulent pas poser les armes. Ça va être quand même extrêmement difficile de réorganiser, de réunifier tout ce petit monde sous une seule bannière. L'avenir de la Syrie dépendra aussi de la réaction des puissances étrangères. La Russie et l'Iran, alliés de Bachar al-Assad, la Turquie, qui a soutenu les rebelles, ou les États-Unis derrière les Kurdes. Tous sont à présent engagés dans une course pour préserver leurs intérêts après la chute du régime Assad. La carte de la Syrie, ses frontières, mais aussi ses alliés jusqu'à hier, résume les enjeux que le pays concentre depuis de nombreuses années. D'abord au sud-ouest, Israël, qui par la voix de Benjamin Netanyahou a réagi en direct de Jérusalem. On va retrouver Arnaud Miguet. Bonsoir Arnaud. Le Premier ministre israélien a très vite donné à son armée de nouvelles instructions. Oui Laurent, pour Benjamin Netanyahou, c'est, je cite, un jour historique pour le Moyen-Orient. L'ennemi juré d'Israël, allié de l'Iran et du Hezbollah, n'est plus. L'État hébreu se réjouit donc de la chute du régime de Bachar al-Assad et de l'affaiblissement du régime de Téhéran, mais reste très prudent car on s'inquiète ici de l'arrivée au pouvoir de forces rebelles islamistes et autres djihadistes. Le Premier ministre israélien a donc dès aujourd'hui demandé à l'armée israélienne de frapper des sites près de Damas, des dépôts d'armes, des bâtiments, notamment les sièges de services de renseignement syriens, et surtout de prendre le contrôle de la zone tampon du Golan, à la frontière avec la Syrie. Tsahal aurait imposé un couvre-feu dans 5 localités situées dans cette zone. Merci Arnaud. Autre réaction, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, par la voix du président de la République, saluent certes la chute du régime de Bachar el-Assad, mais chacun va désormais observer avec attention l'évolution de la situation en Syrie. Cette prise de pouvoir se fait au cœur d'une poudrière. Rappelons que c'est là-bas que l'État islamique a tenté d'établir son califat et que des milliers de djihadistes, notamment français, ont rejoint les prisons et l'organisation qui vient de prendre le pouvoir. Luc Lacroix, Luc Edrich, Frédéric Bazir. Avec la prise du pouvoir des rebelles islamistes, c'est une période d'incertitude qui s'ouvre pour la Syrie. Alors, y a-t-il un risque de retour du djihadisme international depuis ce pays? Ce que craint surtout cet ancien général, c'est un scénario à l'irakienne. En mars 2003, la statue de Saddam Hussein était jetée à terre. Cela a débouché sur une guerre civile terrible en Irak et la création de Daesh, les attentats du Bataclan, les attentats de Nice, etc. Donc il est tout à fait possible que la chute de Damas se traduise par les mêmes conséquences. À leur apogée, les djihadistes de Daesh étendaient leur influence sur 246 000 km². Aujourd'hui, ils sont confinés à quelques poches. Avec le chaos, Daesh pourrait-elle renaître de ses cendres? Je ne crois pas que cette organisation État islamique puisse se relancer sous la forme, en tous les cas, que l'on a connue. La question d'envisager un État islamique, un califat, comme c'était le projet, c'est fini. Il n'en a absolument plus les moyens. Mais les nouveaux maîtres de la Syrie, HTS, vont-ils encourager le djihadisme international? HTS est en tout cas classé comme terroriste par les États-Unis et l'Union européenne, même si leur leader dit n'avoir que des objectifs en Syrie. Autre question, le sort des djihadistes français emprisonnés en Syrie risque-t-il d'être libéré? La plupart d'entre eux sont détenus dans des prisons du nord-est de la Syrie, une zone contrôlée par les forces kurdes.
Jusque-là aidées par la coalition internationale, elles ont veillé à ne pas les laisser s'échapper. Mais avec cette nouvelle donne à Damas, le rapport de force pourrait changer, avec le risque que ces djihadistes se retrouvent en liberté. Autre enjeu, direction maintenant la Turquie qui a été à la manœuvre pour précipiter cette chute du régime de Bachar el-Assad à la frontière avec la Syrie. On va retrouver Nicolas Bertrand. Nicolas, le président Erdogan a clairement agi sur cette bascule et sur cette prise de pouvoir. Oui, bonsoir Laurent, absolument. Même si les officiels turcs ici s'en défendent, la Turquie a bel et bien joué un rôle de premier plan dans toute cette opération. Tout d'abord, parce qu'elle entretient des liens étroits avec le groupe HTS. C'est le groupe de rebelles qui a lancé l'offensive côté syrien. La Turquie les équipe, on parle de drones, mais leur fournit également de l'entraînement. Alors pourquoi la Turquie aide-t-elle ainsi les rebelles? Eh bien pour deux raisons. Tout d'abord, parce que le pays veut instaurer une zone de sécurité à sa frontière avec la Syrie pour couper le PKK, la guérilla kurde, de sa branche syrienne et ainsi affaiblir le groupe fortement. Et puis, avec le départ de Bachar el-Assad, ce sont les réfugiés syriens présents ici, près de 3 millions, qui vont rentrer chez eux. Et ça, c'est extrêmement important pour l'opinion publique turque. Merci Nicolas. Et en Turquie, ce sont plusieurs millions de réfugiés donc syriens qui vont donc pouvoir reprendre la direction de leur pays. C'est votre reportage que nous allons suivre avec Fabien Fougère. Quelques pas de danse pour un jour historique. Dans la petite ville turque de Reyhanli, ces réfugiés syriens sont descendus dans les rues dès le lever du soleil et laissent éclater leur joie. Submergés par un sentiment de liberté retrouvée qu'ils ont longtemps attendu. Aujourd'hui, c'est une fête immense. C'est la plus grande fête de notre vie. Cet âne de Bachar n'est plus là. Bachar qui mettait les gens en prison et toute sa clique sont partis. Plus de 3 millions de Syriens se sont réfugiés en Turquie ces dernières années pour fuir la guerre et la dictature, parfois depuis plus de 10 ans, dans des conditions douloureuses. Nous avons souffert énormément. Nous avons à la fois perdu des proches et nous avons souffert de cet exil forcé. À la tombée de la nuit, les scènes de liesse continuent. Ici, tout le monde regarde minute par minute les vidéos en provenance de la Syrie toute proche. On se sent tellement soulagé de voir ça. Nous sommes tellement heureux de ce qui s'est passé chez nous. J'aimerais rentrer au pays pour les aider. Ahmad a 24 ans. Il n'a donc jamais connu son pays sans Bachar el-Assad. Il espère enfin voir l'avènement de la démocratie et de la justice. Quand Bachar est devenu président, on a dit « il a fait des études à l'étranger, il est jeune, il ne sera pas aussi mauvais que son père ». Mais il a été pire à la fin. Ce soir, la frontière entre la Turquie et la Syrie est toujours fermée. À partir de demain, probablement, ces réfugiés syriens pourront commencer à rentrer chez eux. Le dessous des cartes maintenant avec Étienne Lénart. Bonsoir Étienne. La Syrie concentre bien des sources d'inquiétude. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler les forces en présence? Je vais schématiser un peu parce que la situation est très complexe, mais finalement cette situation ce soir, elle ne se raconte plus qu'en deux couleurs. L'orange, l'orange, ce sont les territoires qui sont tenus donc par les forces kurdes, ces forces que la France, les États-Unis ont soutenues, vous vous en souvenez, pendant la guerre contre Daesh, les États-Unis qui gardent une base ici en bleu dans le sud de la Syrie, et puis le rouge donc de ce groupe islamiste des HTS, qui est un groupe un peu composite, qui s'est emparé un peu trop facilement de l'ensemble de cette partie-là de la Syrie et qui va devoir maintenant prouver qu'elle est capable de l'administrer. Alors à qui profite cette nouvelle situation et qui est finalement fragilisée? Alors dans la région, le vainqueur à court terme de cette situation, c'est le président turc, le président Erdogan. Il voit éliminer un de ses pires ennemis, Bachar el-Assad. Il espère pouvoir rapatrier en Syrie les millions de réfugiés, on vient de le voir dans le reportage de Nicolas Bertrand, qui s'étaient réfugiés en Turquie pour la guerre, et il va potentiellement porter son offensive sur les Kurdes. On voit la frontière entre les positions kurdes et la Turquie. Mauvais point également pour l'Iran,
et pour le guide de l'ayatollah Khamenei, l'Iran déjà affaibli par l'affaiblissement du Hezbollah au Liban et qui voit avec la perte de ce territoire en Syrie par Bachar el-Assad, finalement un accès supprimé, notamment pour l'acheminement des armes et des hommes. Bon point, vous allez me dire, pour Israël et pour l'État hébreu. C'est un ennemi, Bachar el-Assad, qui est éliminé, sauf qu'avec l'arrivée de ces islamistes au pouvoir, c'est aussi une menace qu'Israël a très vite perçue, puisqu'elle a déployé des soldats donc, sur le plateau du Golan, à la frontière entre Israël et la Syrie. Alors Étienne, on le voit, Bachar el-Assad a trouvé refuge finalement à Moscou, auprès de son protecteur Vladimir Poutine. Est-ce que ça veut dire que le Kremlin, finalement, a oublié complètement la Syrie désormais? Alors pas forcément. Si la Russie a mollement défendu Bachar el-Assad ces derniers jours, on l'a vu, si elle a accepté de l'accueillir, il faudra encore que l'on voit si M. Bachar el-Assad est effectivement à Moscou, c'est peut-être en échange de la garantie que les rebelles ne s'attaqueront pas aux bases militaires dont la Russie dispose en Syrie depuis de nombreuses années et qui lui permettent d'avoir une influence dans cette région du monde. Merci Étienne. Autre actualité ce soir avec la réouverture de Notre-Dame qui aura également été l'occasion d'un rendez-vous diplomatique clé avec l'Élysée. Le président de la République a réuni Donald Trump et Volodymyr Zelensky, le futur locataire de la Maison-Blanche, qui a fait 3 déclarations en 24 heures, appel au cessez-le-feu, appel à un accord de paix et cette mise en garde. Les États-Unis apporteront moins d'aide à l'Ukraine. Valérie Lerouge, Anto Filippi. Une rencontre et une photo